Alors, eh bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur cette conférence dans le cadre de la Semaine de la qualité de vie au travail du réseau ANACT ARACT. Cette conférence est donc plus particulièrement dédiée au secteur médico-social et donc a pour objectif de vous faire part de ce qui a été réinjecté comme outillage, méthodo et philosophie de qualité de vie au travail dans certains établissements médico-sociaux franciliens au moment de la gestion de la crise sanitaire. Alors cette conférence, elle appartient à ce qu'on a fait un grand panier QVT Covid, établissements médico-sociaux, puisque l'ARACT Île-de-France, mais aussi l'ensemble du réseau ANACT, viennent d'accompagner un grand nombre d'établissements médico-sociaux dans des démarches qualité de vie au travail. Et donc, ça a été l'opportunité au moment de cette crise d'être à leur côté et de recueillir des témoignages. Donc, en ce qui concerne l'Île-de-France, donc on aura cette conférence et puis on a aussi 2 témoignages audio et 2 témoignages vidéo au long de cette semaine. Voilà. Alors comment est-ce que cette conférence est arrivée là au moment de la semaine qualité de vie au travail? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons accompagné un certain nombre d'établissements médico-sociaux, 24 en Île-de-France sur l'année qui vient de se terminer, dans la mise en place de leur démarche qualité de vie au travail. Et en termes de calendrier, la fin de l'accompagnement est vraiment arrivée pile au moment de l'enclenchement de cette pandémie et donc de la gestion qu'ils ont eu à faire de cette crise dans les établissements, aussi bien pour la protection de leurs salariés que des résidents, que ce soit des EHPAD ou des établissements pour personnes handicapées. Nous leur avons proposé d'organiser un échange sur Zoom puisqu'il y avait une bonne dynamique aussi qui s'était quand même installée entre les directeurs de ces groupes-là, et enfin même l'ensemble des membres. Et donc, on leur avait proposé de mettre en place un échange Zoom pour qu'ils partagent. C'était une proposition qui n'a pas eu énormément de qui n'a pas sollicité énormément d'entrain, puisque, en fait, du fait de la gestion de la crise, l'ensemble des directeurs et des équipes étaient déjà beaucoup en réunion de conférence. Voilà, donc c'était pas une proposition qui avait été bien accueillie, mais il y a une directrice d'EHPAD qui nous a suggéré d'animer quand même, d'organiser des échanges un peu ludiques donc sur son idée, nous avons animé ça. Et donc du coup, est arrivée ensuite la perspective de la semaine de la qualité de vie au travail. Donc on s'est dit qu'on allait profiter de la semaine de la qualité de vie au travail pour ensuite valoriser le contenu de ces échanges. Voilà. Alors pourquoi ça s'appelle la recette? Parce que du coup, on a appelé ça le menu Covid, qui était en fait d'échanger dans un premier temps, donc petit A en entrée, sur qu'est-ce qui a été réinjecté des apprentissages qualité de vie au travail pendant les accompagnements qui venaient de se terminer, donc en entrée. En plat principal, les besoins des établissements médico-sociaux à aujourd'hui, et en dessert, leurs besoins pour demain. Donc c'est un dispositif donc ludique qui leur a permis en fait d'échanger sur ce vécu sous la forme d'une chaîne téléphonique. Donc on avait organisé les prises de rendez-vous et les agendas. Voilà, donc ça, ce sont nos cuisiniers qui nous ont préparé donc cette carte du restaurant Covid QVT des établissements médico-sociaux. Marine Bizot, donc de la Fondation Gourlet-Bontemps, qui est un EHPAD. Stéphane Bengono du Centre de vie Passerelle. Anne Kerambellec de l'EHPAD de Crécy-la-Chapelle. Nathalie Lecomte du FAM La Sablonnière. Et Amal Chouitem de l'IME Marie Auxiliatrice. Marine Bizot, Stéphane Bengono et Amal Chouitem, ainsi qu'une quatrième personne qui n'était pas dans ce dispositif-là, font partie aussi des 3 des 4 témoignages
euh, aussi donc existant dans ce panier. Donc voilà nos cuisiniers directeurs cuisiniers de notre menu Covid QVT. Alors en entrée, donc les entrées, c'était qu'est-ce qui a été réinjecté euh, des apprentissages de la qualité de vie au travail, donc expérimenté, travaillé pendant toute cette année d'accompagnement. Alors, ce qui était du coup un point fort, globalement, ce qui ressort, c'est que ces apprentissages QVT ont été un point fort pour pouvoir rentrer de manière assez rapide et efficace dans la gestion de cette crise, parce que dans le cadre de la démarche qualité de vie au travail, avaient été mis en place des espaces de discussion. Et donc, c'est une modalité d'animation de la communication dans les équipes autour du travail qui est à faire et comment le faire ensemble, donc qui avait été déjà euh, euh, prise en main par les équipes. Donc, ce sont des modalités qui ont pu être remises en place très rapidement et chaque professionnel a tout de suite trouvé sa place dans ces espaces de discussion, puisqu'ils avaient déjà eu l'habitude, donc du coup, de reprendre un petit peu la parole et d'être force de proposition dans des choix d'organisation du travail au sein de ces espaces. Donc, c'est ce qui a permis aussi, donc, dans cette gestion de la crise, de rendre complètement et beaucoup plus, enfin, en tout cas beaucoup plus, c'est ce que les professionnels expriment aujourd'hui, d'avoir retrouvé un sens à leur travail. Ils ont été plus acteurs de leur travail qu'auparavant, puisque pour certains, c'est même eux qui ont créé, pour exemple, une nouvelle modalité de prise en charge dans un IME. Ils ont créé, c'est Marie Auxiliatrice qui en témoignera, ils ont créé un service un service d'accompagnement à distance pour les enfants qui étaient restés dans leur famille et qui ne pouvaient plus venir au centre. Donc là, ce sont des professionnels qui ont complètement créé en fait cette nouvelle modalité de prise en charge. C'était des organisations du travail qui étaient en réajustement permanent au jour le jour. Donc, il fallait être très réactif et c'est au sein des espaces de discussion que les professionnels ont pu l'être et ils étaient donc acteurs des ajustements qu'il fallait mettre. Avec donc cette possibilité qui leur a été donnée de prendre des initiatives. Hein. Ce qu'on a bien compris, c'est qu'à un moment donné, l'encadrement, il a fallu lâcher une sorte un petit peu de contrôle sur les consignes de travail et dégager énormément de marge de manœuvre et donc libérer complètement la capacité d'action des professionnels sur la manière de réorganiser la prise en charge des résidents. Donc tout ça a généré ce que toute démarche qualité de vie au travail amène hein, dans les organisations, c'est beaucoup de créativité, de la cohésion et beaucoup de créativité dans l'animation et de cette solidarité avec aussi donc le lancement de défis ludiques. Donc ça n'a pas empêché les professionnels aussi de se mettre au défi sous forme un peu ludique et d'inventer aussi des nouvelles modalités de communication. Voilà ce qu'on peut dire de ce qui a été, pour partie réinjecté. Ce qui a aussi été complètement réinjecté des apprentissages, c'est cette modalité de travailler les organisations que l'on recommande sous forme, ce qu'on appelle l'évaluation embarquée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne choisit pas une seule modalité de travail et une seule organisation qu'on valide, par exemple, en CSE et puis qu'on laisse dérouler et qu'on réévalue ultérieurement, voire même ou pas, c'est vraiment installer une manière de faire et rester en veille avec les espaces de discussion en permanence, avec la capacité donc de se réajuster. Et ça a été vraiment ce qui était le point fort des capacités qu'ont eu les établissements à gérer cette crise.
Et donc, ce qu'il en ressort aussi, c'est que la gestion de cette crise a amené dans beaucoup d'établissements, les professionnels à faire ce qu'on appelle un vie mon travail géant. Le vie mon travail, c'est l'exercice de prendre, de partager, de prendre un peu le travail de l'autre, de vivre le travail de son collègue pour mieux en comprendre les contraintes, et comment est-ce que le travail du collègue se place aussi dans son travail à soi. Et là, en fait, il y avait tellement aussi de professionnels qui ont dû rester chez eux pour des raisons de santé, ou qui avaient aussi des enfants, ou des personnes à garder à domicile. Donc, on a observé, il y a aussi des témoignages cette semaine dans ce sens-là, que le personnel administratif a distribué les repas, a fait le ménage, le personnel technique aussi, ou directrice, enfin tout le monde a fait un peu le travail des collègues, a fait la part qu'il fallait faire au moment où il y avait besoin de la faire. Voilà. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore fait, dans le cadre de l'accompagnement qualité de vie au travail, une expérimentation de vie mon travail, euh, et ben, là, elle a été faite, d'autant plus que du coup, ça faisait aussi partie des bilans de l'accompagnement de la démarche qualité de vie au travail. Beaucoup d'établissements, parmi les 24, avaient souhaité reconduire les expériences de vie mon travail et en faire partager le plus grand nombre de ces personnels. Bon, là, force est de constater que le Covid a, a répondu à leurs souhaits. Voilà. Alors quand même, il y a eu un petit bémol. À un moment donné, il a quand même été souligné qu'il y a eu un peu de qualité de vie au travail un peu inversée. C'est que voilà, on parle d'évaluation embarquée, de réorganisation, de réajustement, de la parole qui est donnée aux professionnels sur les choix organisationnels, on les rend acteurs, on leur donne la capacité d'agir. Mais par moment, quand même, cette concertation et cette expérimentation, euh, elle, euh, elle a été identifiée comme étant quand même par moments incompatible avec des exigences, des protocoles très descendants et parfois contradictoires, donc institutionnels, des conseils départementaux ou des ARS, par exemple. Voilà. Donc par moment, ça a été un peu coincé, ça a un peu coincé, et donc c'était assez frustrant. Voilà ce qu'on peut dire donc de la réinjection des apprentissages. Jusque-là, ça va? Alors, en plat principal, ce sont les besoins qui ont été identifiés pour maintenant dans ces établissements. Alors, aujourd'hui, les besoins de ces établissements sont de pouvoir continuer à assurer la sécurité des équipes et pouvoir continuer à assurer leur soutien dans la gestion du risque sanitaire, avec par exemple la mise à disposition des matériels, en répondant à des problématiques personnelles qui perdurent, comme la carte d'enfant, les problématiques de transport par exemple, et en soutenant les équipes vis-à-vis de la pression des familles, donc qui sont un peu tendues elles aussi par rapport à la reprise des visites ou la reprise éventuellement d'activités. C'est pas facile non plus pour des familles qui ont des enfants handicapés de les garder en 24/24. Donc voilà, donc il y a des tensions, il y a quelques pressions qui commencent à apparaître. Et donc le besoin d'aujourd'hui de ces établissements, c'est d'être vraiment en soutien aux équipes, sachant qu'en plus, ils ne sont pas encore sortis de la crise. Même si on nous a annoncé hier que tout était ouvert, quand même, il y a le risque sanitaire qui est là et il faut continuer à le gérer, surtout vis-à-vis des personnes fragiles que sont les bénéficiaires et les résidents de ces établissements-là. Deuxième point dans les besoins d'aujourd'hui, c'est de mettre en valeur la cohésion d'équipe et le développement des compétences professionnelles et relationnelles qui ont été révélées par la crise. Voilà, donc, et aussi comment mettre en valeur le travail invisible de chacun. Donc là, le besoin aujourd'hui, c'est de commencer aussi à réfléchir comment construire, comment garder des choses positives et puis comment construire aussi la reconnaissance et la valorisation. Autre besoin aujourd'hui, c'est justement de faire un bilan
pour voir quel succès valoriser et puis aussi analyser ce qui n'a pas bien fonctionné pour pouvoir là aussi en tirer des enseignements et s'améliorer. Et donc, regarder ce qui a bien fonctionné et voir comment le pérenniser pour le garder comme acquis au moment où le retour à la normale se fera. Voilà. Un dernier besoin qui a été identifié aujourd'hui, qui est en fait de se construire ou de se reconstruire un cap commun. Par exemple, ce serait de pouvoir trouver un nouvel objectif fédérateur de tous, puisque la gestion de cette crise s'est vraiment révélée comme étant un cap commun autour duquel, en fait, un objectif commun autour duquel tous les professionnels se sont rassemblés et ont fait cohésion. Et donc, l'idée, c'est de se dire, mais alors, donc, demain, on n'a plus ça à gérer. Comment est-ce qu'on construit un nouveau cap commun pour conserver la fédération de l'ensemble de nos personnels autour de ce cap-là. Et dans cette notion-là, on peut y mettre la question de comment renouer avec aussi des valeurs fondatrices qui ont été très mises à mal pendant cette crise et très mises à mal par les protocoles sanitaires. Les valeurs fondatrices d'entraide, de soutien, de prise en charge, d'apport de bien-être, du care. Voilà. Donc voilà. Donc il y a aujourd'hui un besoin un petit peu de se fédérer et de se retrouver au cœur aussi de ce que nous sommes initialement dans nos valeurs. En dessert, donc les besoins pour demain qui ont été identifiés donc par ces 5. Alors c'est un petit bout de la fenêtre, hein, parce que c'est les 5 établissements sur les 24 des démarches d'accompagnement QVT et uniquement sur l'Île-de-France. Hein, donc ça peut être enrichi par d'autres et ça peut être aussi le, le sujet de nos échanges à la fin de cette présentation. Donc, les besoins pour demain dans les établissements médico-sociaux qui ont été identifiés seraient de pouvoir mettre en place des actions de soutien, donc la continuité un petit peu des besoins d'aujourd'hui de soutien, et pour aller jusqu'à la reconnaissance des professionnels et en trouvant des modalités de reconnaissance qui soient extérieures, pas simplement de la reconnaissance intérieure, avec les remerciements des familles, les remerciements des résidents, et cette reconnaissance entre pairs ou par la hiérarchie. Donc voilà, donc des choses à travailler autour de ça. Et puis un soutien aussi psychologique autour de la question de la gestion du stress post-traumatique. On a entendu des témoignages hein, sur nos radios, on a lu aussi hein, des témoignages de certains professionnels de santé qui présentent vraiment des signes de stress post-traumatique. Les besoins de demain seraient aussi de reconstruire des actions, enfin de mettre en place des actions pour remettre en place le dialogue social, puisque finalement c'est quelque chose, tout le monde étant dans le rush, les réunions un peu institutionnelles avec les instances représentatives du personnel, bah, elles se sont faites, mais un petit peu moins formalisées. Donc la question, c'est aussi quand même de reprendre ça de manière un peu plus droite et un peu plus institutionnelle. Voilà. Des projets de travail sur l'organisation du travail. Lancer un projet sur repenser le travail à partir du bilan positif et maintenir le mode expérimental dans le choix des organisations. Donc là, j'ai envie de dire qu'on est vraiment dans la poursuite de ce qu'on voulait que les établissements aient envie de faire à la fin des accompagnements de qualité de vie au travail qu'on leur a donnés. Et du coup, je pense que la gestion de cette crise, en fait, elle en a remis une couche. Et là, franchement, ils le ressentent complètement. Et puis, donc, un autre besoin qui serait de continuer à surfer sur un élan de solidarité et de créativité collectif qui s'est mis en place au moment de cette pandémie, aussi bien au niveau du secteur, hein, des entraides entre établissements du secteur, que des entraides territoriales.
Et voilà, donc l'idée, ce serait de voir un petit peu comment est-ce que ces élans peuvent être pérennisés et maintenus au sein de nouveaux projets. Pour finir, un petit digestif, hein, voilà, parce que c'est la fin du repas. Mais alors, en digestif, j'avais envie de vous livrer juste 4 verbatims hein, qui ont été dits par ces directeurs d'établissement. Des choses quand même un peu positives. Hein. La crise est un formidable booster du management participatif par le travail réel. La crise a permis d'atteindre nos objectifs QVT. La crise a été un accélérateur de cohésion d'équipe. Et la gestion de la crise a été un levier managérial énorme. Voilà ce que j'avais prévu de vous dire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir dessus, peut-être apporter un complément? Amal de l'IME Marée Auxiliatrice, donc, qui a contribué à ce travail. Peut-être j'ai bien tout restitué, j'ai oublié des choses. Bonjour. Bonjour Amal. Bonjour à tous. Bah, écoute, moi personnellement, en tout cas pour ma partie, c'était très brillamment restitué. Et ce qui me rassure en fait dans cet exercice, c'est je tiens à remercier, je ne sais plus qui a eu l'idée en fait de ce montage, mais voilà, merci beaucoup parce que ça permet déjà de garder des liens avec les autres acteurs en fait du cluster QVT et surtout de partager en tant que directrice avec d'autres directeurs ou d'autres professionnels une période qui était très inquiétante pour nous avec beaucoup d'éléments d'inconnus en fait, hein, une crise inédite et il y a eu vraiment des échanges pour ma part intéressants avec des points de vue différents et c'était enrichissant. Et j'ai quand même l'impression qu'on a tous eu les mêmes difficultés quand même par rapport à ces gestions de crise. Et après, tout le monde a réagi différemment, mais on sent qu'au niveau des équipes, il y a eu une vraie… ils ont surmonté leur peur, ils sont sortis de leur zone de confort pour lever les manches et continuer à assurer l'accompagnement des enfants, que ça soit au sein des établissements ou à domicile. Donc, c'est vraiment ce que je pense qu'on devra en retirer de positif. Sinon, je n'avais pas de questions particulières. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais, merci Amal. Oui, donc vous étiez 5, mais effectivement, ça a été vous l'avez tous dit, vous étiez, ça vous a fait du bien de vous téléphoner. En même temps, comme vous n'étiez pas tous toujours du même groupe, hein, donc vous êtes aussi rencontrés. Donc, c'est vraiment un exercice qui vous a touché. Florence, peut-être sur la capitalisation, justement, sur le secteur sectoriel. Oui, voilà, donc bonjour, moi donc je suis responsable du département expérimentation et je pilote plus particulièrement effectivement ce projet. Donc merci Pascal hein, pour cette synthèse. C'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions au début du confinement et du fait que l'ensemble des ARAC ne pouvait plus intervenir directement auprès des établissements. Et vous avez été une des régions qui avait gardé le plus de contacts, enfin pas avec tous les établissements, mais avec un certain nombre. Excusez-moi. Nous, on portait effectivement le fait que la qualité de vie au travail, les établissements en avaient d'autant plus besoin durant la période de confinement, quand il s'agissait de se réorganiser, de dialoguer, de faire participer le personnel au maximum pour pouvoir trouver au jour le jour des solutions à des problèmes, des questions inconnues. Et en quelque sorte, vous avez pu le démontrer, puis le verbaliser, le suivre. Moi, j'aurais aimé peut-être que, et ça c'est un message, si je puis dire, qu'on est en train d'essayer de porter auprès d'autres régions, et surtout de porter le fait de l'importance de ce bilan dont tu parlais Pascal, ce retour d'expérience qui est valable dans votre secteur comme dans beaucoup d'autres secteurs. Finalement, on s'est organisé différemment à toute vitesse, mais
en faisant participer au maximum les personnes. Moi, j'entends une grande entreprise me dire finalement, ne reviendra pas sur le fait d'avoir des politiques descendantes. Aujourd'hui, il y a tout un certain nombre de choses qu'il faut organiser vraiment au plus près du terrain. Et du coup, ce qu'on porte nous aujourd'hui, c'est que c'est très important pour pouvoir ne pas oublier, si je puis dire, de pouvoir faire ces retours d'expérience, ces bilans et de garder de la période finalement de crise passée, enfin sachant qu'elle n'est pas complètement passée non plus, le meilleur. Voilà. Donc vous êtes peut-être effectivement des établissements un peu pilotes dans ce sens. Et j'aurais aimé vous entendre peut-être certains établissements qui sont présents. Finalement, concrètement, vous, finalement, à la fois, qu'est-ce que ça produit de bon dans votre établissement et en même temps, qu'est-ce que vous souhaitez garder de tout ça? Voilà. Donc, si l'un ou l'autre, l'une ou l'autre peut voilà, s'exprimer, ça compléterait vraiment bien voilà, la synthèse faite par Pascal qui est très juste dans ce sens. Alors, je ne sais pas si on donne la parole à Amal et à Stéphane Bengono parce qu'on les a enregistrés. Et donc, le témoignage d'Amal est diffusé normalement aujourd'hui, cet après-midi. Et puis, la vidéo de Stéphane Bengono et ses équipes est diffusée mercredi. Je voulais déjà rebondir sur la présentation qui a été faite par Pascal, qui est exactement le reflet de ce qu'on a pu travailler. Je pense qu'il y a déjà une volonté qu'on avait, parce qu'on a vécu en vase clos, une volonté qu'on avait de partager cette expérience inédite. Et je pense qu'il y a une conjonction, en fait, une rencontre entre le besoin qu'on avait de faire un retour d'expérience et aussi peut-être établir le lien avec la QVT qu'on a eu à faire. Pour ce qu'on peut retenir de positif, c'est qu'on entre un peu en QVT parce qu'il y avait la curiosité, certes, mais des chantiers amorcés avec la médecine du travail. Et la crise sanitaire arrive sur ces entrefaits parce que je pense qu'on a eu à la RACT Île-de-France une rencontre au cours de laquelle on a clos l'accompagnement, symboliquement l'accompagnement avec Pascal et Madame Fossé, c'est celle qui venait sur site. Et je me demandais, en fait, en tant que directeur, je me suis posé la question de comment on met en œuvre tous ces enseignements qu'on a pu avoir et tous ces échanges qu'on a pu pendant l'accompagnement QVT entassé comme ça. La crise est apparue comme comment on dit ça, une expérimentation accélérée de tous les enseignements, en fait, de tous nos échanges en QVT. Et je parlais comme ça de l'expérimentation embarquée. On a vu au sein de nos établissements les équipes complètement se décloisonner, les gens redevenir solidaires. On a vu les postures professionnelles complètement repensées, l'organisation de l'établissement complètement refaite. Et ça reprenait tout le sens, en fait. La QVT, le vie ma vie, je prends des exemples comme ça. La communication, des choses qui nous ont amenés dans cette expérimentation se sont faites en mode accéléré. Et je disais peut-être à Pascal quand elle m'a contacté que j'ai l'impression que sur des choses qui étaient bloquantes, les difficultés qu'on rencontrait, la crise nous a permis là pour le coup d'accélérer notre réorganisation. Je prends par exemple la sectorisation. On a un établissement qui est sur 2 étages, sur 4000 m². La difficulté que j'ai eue avec mon équipe d'encadrement intermédiaire, ça a été de dire qu'on n'est pas pertinent dans notre organisation globale. Il va falloir qu'on responsabilise les gens. Et ça a toujours été un frein où on me disait, on n'est pas un hôpital, on ne va pas fonctionner par secteur comme dans un hôpital. Et finalement, ça s'est fait naturellement pendant la crise Covid. Du fait, d'une part, de la création d'espèces de distanciation, la nécessité aussi d'éviter la multiplicité des contacts. Ça, c'est un exemple qui, je parie que ça m'aurait pris jusqu'à la fin de l'année, parce que j'avais mis le groupe d'analyse des pratiques dessus.
Un autre exemple tout à fait pertinent, c'est la communication, tout ce qui est lié aux transmissions dans nos établissements. Je me suis rendu compte assez simplement qu'on a des modes de transmission très organisés dans une salle d'activité qui se font, mais avec tout le temps des pertes d'informations. Mais là, les gens n'étaient pas obligés d'aller en transmission. On communiquait par petits groupes. Les informations étaient retranscrites sur le logiciel de soins, net-soins. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça qui, quand je dis ça a été un outil managériel énorme, c'est que pendant le confinement, j'ai commencé à insister. On s'est saisi très rapidement des petites avancées qu'on a vues parce que l'équipe avait envie d'être valorisée. On a commencé à leur dire, ben, vous posiez le problème des transmissions, on voit que ça se passe bien parce que vous faites un effort, parce que voilà, on se rend compte que peut-être que c'était notre organisation qui ne fonctionnait pas. On a parlé des plannings, on a parlé de la charge de travail, mais je pense qu'effectivement, l'accompagnement qu'on a pu avoir de par notre médecine du travail, SysTVO, la RACT, en intégrant le cluster QVT, on m'a dit qu'on ne l'appelait plus comme ça. Ce qu'on en tire, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit se pérenniser, quelque chose qui doit, que dirais-je, j'ai besoin qu'on continue à avoir nos rencontres habituelles, des échanges comme ça avec Pascal, la RACT Île-de-France, et peut-être aussi créer une espèce de jonction entre nos chantiers en interne, la médecine du travail et la RACT. Parce que je pense que c'est à travers ces deux acteurs externes qu'on a pu faire des choses qui nous permettent aujourd'hui de nous dire qu'on s'en sort pas mal de cette période un peu tendue. Oui, merci Stéphane de votre intervention. Et effectivement, ce besoin de pérenniser les échanges entre vous, c'était déjà quelque chose que vous aviez mis en évidence dans le bilan des accompagnements. Et c'est effectivement, et le besoin s'est encore révélé là. Quelqu'un d'autre veut intervenir, rebondir sur le sujet, faire un retour d'expérience? Est-ce qu'on a des gens d'autres établissements médicaux, sociaux parmi nous ou sinon qui veut prendre la parole? Géraldine Abrand, Natixis, Mission Handicap. Bon, je ne suis pas toujours très ponctuelle, mais j'avais un call, donc du coup, j'ai pris votre… En cours. J'ai pris la présentation en cours et malheureusement, je suis arrivée, je pense, à la fin de la synthèse. Mais c'est mes collègues dans mon équipe qui travaillent plus sur ces sujets. Et moi, en tant que Mission Handicap, il me semblait intéressant d'écouter d'écouter vos échanges, parce que je travaille forcément en étroite collaboration comme vous pouvez vous en douter, avec les médecins du travail, notamment pour le suivi et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, en fait. Voilà. Et je pense que je n'ai pas non plus à mon niveau peut-être de précision à apporter, mais ce que j'ai entendu, c'était assez intéressant. Et je vous remercie. Merci de votre intervention. Du coup, c'était Nicolas Mazzoli, c'est ça, hein, de l'Opco Santé? Oui, moi je suis venu aussi un peu plus pour entendre que pour parler. J'aurais aimé avoir un peu un retour des établissements sur les effets qu'ils anticipent à la rentrée, que probablement il va falloir un peu refaire équipe. Là, il y a des personnes qui ont vécu des choses assez fortes entre elles. Pour autant, tout le monde n'était pas forcément là, tout le monde ne les a pas vécues de la même façon. Comment vous anticipez les choses, vous, par rapport à, voilà, enfin, la reprise progressive et la reprise finalement dans un schéma plus classique. Voilà, j'aurais bien aimé vous entendre autour de ça. Alors moi, personnellement, au niveau de la RACT, je n'ai pas d'éléments de réponse. Par contre, avec Louise Chénaud de l'ARS, qui est avec nous ce matin, on lance 2 nouveaux groupes d'accompagnement en démarche QVT et on les rencontre en distanciel, merci Zoom, donc pour commencer à lancer la démarche fin juin. Et donc, ça va être justement une question qu'on va leur poser pour nous-mêmes aussi, voir comment est-ce qu'on peut adapter notre accompagnement, notre temporalité, les outils, les méthodes et le contenu à comment est-ce qu'ils se projettent à la rentrée. Donc, moi, je n'ai pas encore d'informations, mais peut-être qu'il y a des établissements là, médicaux, sociaux parmi nous qui peuvent apporter des éléments ou d'autres personnes.
En fait, pendant la crise, j'avais aussi eu comme ça une enquête, parce que comment est-ce qu'on programme, comment est-ce qu'on voit l'avenir? Durant la crise, on a eu une enquête très intéressante qui nous a été adressée par la NAC sur QVT et je pense que c'était crise sanitaire. Tu me rappelles, Pascal? On Oui, a eu c'est une ça. petite enquête Oui, et je pense on a fait passer cette enquête auprès des professionnels pour qu'ils nous disent comment ils vivent la crise, pour qu'on ajuste notre management et notre accompagnement. Il y a eu beaucoup de questions liées à l'adaptation souhaitée dans ce contexte assez tendu et les réactions étaient assez nombreuses parce que je pense qu'ils avaient besoin d'être sollicités pour parler de ça. Et cette enquête a laissé le taux de participation. On a quand même eu un taux de participation qui a avoisiné des 40%, des 80% sur l'ensemble des professionnels présents. Ils ont tous répondu dans les délais impartis. Et je pense que les premiers enseignements qu'on en tire aujourd'hui sont d'une part que le dialogue avec les équipes, et on le dit, hein, on le pense, mais je pense que le dialogue avec les équipes est un axe de travail fondamental qu'on reprendra. On parle des réussites qu'on a pu avoir au niveau des difficultés qu'on rencontrait. Je pense qu'il y a aussi, à part le dialogue, une volonté forte de reconnaissance. Comment est-ce qu'on travaille la reconnaissance de nos équipes? Comment est-ce qu'on travaille aussi la valorisation de ces équipes-là? Au-delà du dialogue, de la reconnaissance, et je pense qu'il y a idéalement ce qu'on a pu voir avec les cadres, c'est de repenser la digitalisation du travail. On a beaucoup fait de réunions en audioconférence. Heureusement que la fondation était équipée de ces outils, c'est-à-dire qu'on avait des salles d'audio. Et au-delà, on ne pouvait plus faire des réunions dans les salles habituelles parce que le confinement et distanciation nous l'imposant. C'est de repenser le travail, de la modélisation du travail social. On entre dans un autre registre aujourd'hui. J'ai freiné des cadres fers pour mettre mes cadres en télétravail, mon assistante en télétravail. Je me rends compte que ça a été... je suis allé à petits pas, à pas de chat. Quand on m'a dit, oui, vous avez la possibilité de mettre vos gens en télétravail, il suffit de se connecter sur l'onglet télétravail. J'étais pas prêt. Il a fallu que je m'y fasse. Je sais qu'aujourd'hui, l'assistant de direction ne vient pas travailler le mercredi matin. Elle n'est pas là le mercredi, mais on travaille par Skype. C'est une autre façon de travailler. On parle de la digitalisation. Oui, effectivement, il va falloir que, même dans le secteur médico-social, qu'on l'imagine. Et la grosse question serait de savoir comment est-ce qu'on manage en télétravail. Au niveau managérial, ça peut être une question dans le médico-social, c'est-à-dire que la digitalisation, qu'est-ce qu'elle nous impose aujourd'hui comme adaptation à nos pratiques de manager. Et enfin, je conclurai en disant que au-delà de la communication, la valorisation des équipes, la digitalisation, il y a aujourd'hui un chamboulement dans le médico-social et il va falloir qu'on soit prêt à nous adapter. Les chamboulements c'est beaucoup de choses, il y a beaucoup d'inconnus. C'est aussi manager avec des incertitudes. Comment on manage avec des incertitudes? C'est une question que je me pose aujourd'hui de ce que sera l'automne. Est-ce qu'on aura un rebond? Est-ce qu'on n'aura pas un rebond? Est-ce qu'il y aura autre chose? Comment on redéploie nos contacts avec les familles? J'ai un regret depuis que cette crise a commencé. Je croise les résidents dans les couloirs. On n'a plus les temps d'échange qu'on a tous les lundis matins. On a un forum qu'on organisait avec les résidents tous les lundis matins. Ça me manque. Et les résidents me le font remonter en disant on n'a pas cette information globale que vous nous donniez le lundi, un lundi par mois où on se retrouvait tous parce que la distanciation sociale nous l'impose. Je ne peux pas être en audioconférence avec mes résidents parce que les moyens ne me le permettent pas. Donc, je pense que c'est autant de questions sur lesquelles on se projette peut-être pour septembre. C'est des réflexions qu'on a. Mal. Merci Stéphane. Je peux juste, du coup, en complément Oui, à ce que disait Stéphane, après, moi, c'est plus un autre aspect pratique aussi par rapport au… Je pense que j'ai eu quand même un taux d'absentéisme assez important en début de crise, parce qu'on avait un foyer au niveau de l'établissement assez important, et puis un manque de matériel qui ont fait que
voilà, au moment du pic de l'épidémie, on a eu quand même beaucoup de cas. Je pense qu'après, il y a la fragilité des professionnels. Et ce qui va être important pour repartir au mois de septembre, même là en période de déconfinement, c'est de rassurer en fait les professionnels et de travailler différemment en termes de règles d'hygiène et d'équipement. C'est aussi important, donc on l'intègre dans notre DURP, mais c'est un élément, je pense, qui sera vraiment important, qui va être aussi important dans les entreprises, dans les écoles. La rentrée, c'est là-dessus. Alors, je n'ai pas encore toutes les réponses parce qu'il faut voilà, peut-être encore réfléchir à l'organisation qui doit être mise en place, mais je pense qu'on va on va devoir encore avoir de l'équipement de protection pendant un certain temps et surtout continuer à informer les professionnels, à les rassurer et comme le disait en fait Stéphane, le dialogue et la communication est la clé de la réussite du retour au mois de septembre et du déconfinement qui se déroule actuellement. Voilà comment on prévoit la rentrée du mois de septembre. Merci Amal. Nicolas, donc ça vous a apporté des éléments à votre question? Oui, ma question, elle est aussi un peu dans le sens de, comme le disait Madame, il y a eu de l'absentéisme, il y a eu des gens voilà, qui ont pu vivre l'épisode Covid de façon très différente dans les établissements. Il faudra un peu recoudre tout ça et refaire équipe avec finalement des histoires un peu différentes et des vécus très différents. Ça, on pense, enfin, nous, on a identifié ça comme étant aussi un enjeu par rapport à nos adhérents, c'est que voilà, tout le monde ne repartira pas avec la même histoire finalement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel probablement il faut un peu commencer à réfléchir. Parce que l'idée, c'est que tout le monde reparte, même s'ils n'ont pas le même background ou le même vécu, ils doivent tous repartir ensemble en fait. Donc voilà, je pense que c'est un point d'alerte un peu important que nous, on voit et sur lesquels on va essayer de réfléchir un peu. Mais je pense que aussi dans les établissements, voilà, ça peut être aussi, alors peut-être plus au niveau des cadres intermédiaires ou au sein d'équipes qui vont être sur de la production où les gens ont parfois eu l'impression d'être un peu plus au front que d'autres, on va dire. Mais voilà, je pense que c'est une vraie question à poser et c'est enfin, dans l'axe de la QVT et du travail collaboratif et voilà, d'un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut pour autant, enfin, il faut évidemment intégrer les personnes qui ont pu être un peu moins exposées que d'autres. Merci Nicolas. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là au début, Nicolas Mazzoli, lui, il travaille à l'OPCO Santé et il fait partie de l'équipe du projet EDEC en ce moment au niveau de l'Île-de-France qui est en train de co-construire des outils d'enseignement. Hein, c'est ça, Nicolas? Oui. Avec donc une autre collègue de l'ARAC Île-de-France aussi. Et donc, ils sont en train de construire un MOOC manager la QVT en EHPAD, c'est ça? Oui, en fait, c'est plus que ça. En fait, c'est vraiment un projet assez global sur la QVT en EHPAD qui s'adresse à tous les salariés des EHPAD par le biais d'un MOOC. Mais aussi, on a plein d'outils. On a aussi des outils qui sont plus à destination des cadres avec un outil d'auto-positionnement sur la QVT. Un outil qui sera une formation à distance sur la QVT et on fera aussi de la FEST, c'est-à-dire de la formation en situation de travail pour animer les groupes de travail QVT. Voilà, c'est un projet assez large qui devait être initié en mars, donc au plein moment où il y a eu le plan bleu. Donc évidemment, voilà, je ne veux pas voilà, il y aura toutes les infos seront accessibles sur le site. Je ne viens pas pour parler de ça parce qu'on fait un comité de pilotage évidemment pour revoir beaucoup de choses la semaine prochaine. Donc c'était voilà, comme je disais, c'était plus à l'écoute. Mais le Co-Santé a aussi des offres de solutions. On a une plateforme LMS qui a accompagné justement nos adhérents managés par le télétravail ou ce genre de choses. On avait des choses. Et nous, on réfléchit aussi à une offre d'atelier. Donc, puisqu'on propose des ateliers qui vont être justement autour de cette notion de refaire équipe. Et puis aussi la notion que vous avez abordée, qui est un peu plus sur l'offre de service, en fait, au vu de l'adaptation obligatoire du Covid sur l'offre à la fois auprès des résidents, des personnes accueillies et des familles. Qu'est-ce que ça dit de mon organisation? Enfin, voilà, on pense que, comme vous l'avez dit, c'est l'occasion de questionner énormément de choses, en fait, cet épisode Covid, et qu'il peut aussi beaucoup enrichir les fonctionnements des structures sur beaucoup de plans. Donc voilà, on essaye
enfin, voilà, de vous d'amener des éléments par rapport à cette situation qui a été malheureusement subie, d'en tirer du bénéfice pour tout le monde, et un peu dans différents champs. Non, mais parce que ce projet, effectivement, comme vous dites, vous n'êtes pas venu là pour vendre le projet, mais c'est l'intérêt aussi de ces conférences avec les différents participants qui s'enrichissent les uns les autres avec leurs éléments d'actualité et les travaux en cours. Mais ce qui est très complémentaire, c'est peut-être aussi pour ça que l'ARACT est aussi dans le projet, ce qui est très complémentaire aux démarches d'accompagnement des établissements médico-sociaux tels qu'on les a conduites et qu'on continue avec l'ARS, dont Louise Chénaud est avec nous ce matin, c'est que ça répond à un autre besoin, c'est que les outils que vous êtes en train de mettre en place, ça va aider justement des directeurs d'établissements qui ont déjà suivi l'accompagnement QVT, donc qui ont commencé à comprendre ce que c'est et à identifier d'autres besoins, ça va leur permettre d'aller plus loin. Vous parliez d'AFEST pour ceux qui animent les espaces de discussion. Donc, quand on a fait les éléments de bilan avec les 24 établissements là, des accompagnements qui viennent de se terminer, ils ont évoqué ça. Comment valoriser, reconnaître les compétences qui viennent d'être acquises par nos référents QVT, puisque certains établissements ont été jusqu'à dire à identifier du coup ces gens-là désormais comme les référents QVT pour l'établissement. Donc, ce dispositif de reconnaissance sous forme d'AFEST, oui, ils ont exprimé aussi des besoins de diffusion, de partage des méthodos et des concepts du management par le travail réel avec l'ensemble de leurs cadres, donc votre MOOC et même avec l'ensemble des salariés. Donc, le MOOC va être un outil qui va leur être utile et qui fait complètement sens dans la poursuite en fait, des démarches des projets qu'ils avaient à la fin de l'accompagnement. Voilà. Okay. Oui, bah, avec plaisir pour travailler sur la complémentarité de cette offre. Voilà, c'est ça, ouais. Moi, je reviendrai vers vous, Pascal, si vous voulez, Oui, suite au bien sûr, comité de pilotage, quand oui. on aura recalibré les différentes phases et les différentes actions de ce projet. Oui. Puis on recroisera avec Maroussia, voir quels sont ses besoins aussi. Parce que effectivement, le problème, c'est que c'est un chantier qui s'est stoppé. Je me souviens, vous étiez sur le point de commencer les enregistrements dans les EHPAD sur le MOOC, entre autres. Exactement. En voilà. fait, les phases le MOOC s'appuiera sur des témoignages dans les établissements. Alors, on dit MOOC, mais en fait, c'est vraiment des modules un peu plus courts, autour de 10-15 minutes. Donc, c'est pas le MOOC universitaire tel qu'on peut l'entendre. On va vraiment parler des pratiques. Enfin, voilà. L'appellation est aussi, il faudra bien expliquer l'outil derrière et c'est vraiment opérationnel et ça va vers les équipes. L'idée, c'est vraiment voilà, qu'on fasse vivre la QVT dans les établissements et qu'on s'appuie aussi sur les pratiques et des éléments assez concrets. Et effectivement, les enregistrements étaient prévus tout début mars, juste au moment où mais vraiment les rendez-vous étaient pris dans les établissements pour faire les captures vidéo, au moment où le plan bleu s'est déclenché. Donc voilà. Très bien, merci. On a encore un petit peu de temps, c'était donné jusqu'à 12h15, hein, donc si quelqu'un veut une question, veut apporter un complément, parler de son établissement, de ses expériences. Bonjour, Séverine Duflot. Alors, je ne suis ni directrice d'un EHPAD ou d'un autre établissement médico-social, mais je suis en qualité de vie du travail. Et à ce titre-là, je rencontre des EHPAD et différents établissements. Alors, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre présentation et vos échanges aussi croisés avec les deux personnes professionnelles qui sont là, puisqu'effectivement, c'est extrêmement intéressant de croiser ça avec la vision très pratique. J'avais juste une observation et puis après une question, certainement. L'observation, c'est qu'effectivement, on parle du retour d'expérience de cette démarche QVT pendant la crise du Covid. Ce que je constate dans les échanges avec les responsables d'établissement, c'est que la crise est en train de dépasser la crise, avec effectivement des effets qui continuent sur la santé des professionnels, ce que vous soulignez tout à l'heure, et également
effets qui continuent avec des effets de glissement sur la santé des résidents ou la santé en tout cas des usagers. Donc je pense qu'à ce titre-là, c'était extrêmement important et intéressant de continuer les démarches de qualité de vie au travail et de regarder aussi quels sont les retours d'expérience pour pouvoir très rapidement en tirer les bilans et les réinjecter, en tout cas les pérenniser. Donc ça, c'était une remarque que je faisais par rapport à ça. J'avais une question justement qui est liée à la santé des usagers. Je voulais savoir si vous aviez relié les effets de la QVT dans votre bilan sur la santé des usagers, ce que vous aviez pu constater. Nous, au niveau de l'ARACT, on n'a pas fait ce lien-là, non. Alors après, peut-être que les directeurs d'établissement sont en capacité déjà de commencer à voir un peu comment ça peut se mettre en miroir. Mais nous, à notre niveau, dans un premier temps d'accompagnement dans les démarches de mise en place de qualité de vie au travail, sur les premiers éléments de bilan, on en a quelques-uns qui ont effectivement pointé une amélioration de la qualité de la prise en charge. Mais après, on n'a pas assez de recul. Et puis après, là, le lien gestion de la crise et santé usagée, là, nous, on ne l'a pas au niveau de l'ARACT. Hein. C'est peut-être au niveau des ARS et des stats, des choses qui se compilent, mais je ne sais pas. Alors, effectivement, je vais préciser peut-être pas, enfin surtout pas même au niveau de la santé, de la santé physique. Hein, et ma question était plutôt adressée aux deux personnes professionnelles, Ama et Amal et Stéphane. Amal. Alors, Amal, Stéphane. Parce que c'est plus à ce niveau-là, c'est effectivement plus sur. On dit toujours hein, que la QVT, la qualité en tout cas de vie au travail des professionnels a un lien sur la qualité des soins et notamment un lien sur le CAR également. Donc, je voulais savoir si vous aviez pu, en tant que professionnel, effectivement constater des effets là directement ou s'il faut attendre en fait pour tirer un premier bilan en fait des effets sur la santé, je dirais santé mentale des usagers. Voilà. Effectivement, nous, on a eu, dans le cadre de notre établissement, un certain nombre d'enfants. Donc, nous, on accueille des enfants âgés de 0 à 20 ans atteints de polyhandicap ou de TSA. Et on a, dès les annonces du gouvernement, très rapidement, dans la mesure du possible, renvoyé les enfants au sein de leur famille. Et on est resté avec 29 enfants au sein de l'établissement. Donc, ça n'a pas du tout été évident pour eux pour plusieurs raisons. Ils ont été confinés dans l'établissement, donc ils ne pouvaient plus voir leurs parents. Donc là, on a développé tout ce qui était visioconférence et télémédecine. On a même utilisé en fait la plateforme de télémédecine qui nous permet de nous connecter avec des médecins. Mais là, on l'a utilisé avec les parents pour avoir aussi une base sécurisée afin qu'ils puissent voir leurs enfants, qu'il y ait un échange. On a même fait un anniversaire comme ça par visio. C'était très, très dur pour l'enfant parce qu'il a énormément pleuré, pour la maman, pour les professionnels, du coup, qui l'ont accompagné. Un moment très touchant. Donc, je pense que ça a eu un impact important au niveau, enfin, pour les professionnels, effectivement, mais également pour ces enfants qui sont restés donc, tout le temps dans l'établissement, sans sortir les week-ends, alors qu'habituellement, il y avait quand même un petit peu de mouvement. Il y avait les visites qui ont été également arrêtées. Et ça a eu un impact. Alors, je pense qu'au début, on a eu un petit peu de mal on a réagi assez vite, mais on était plus dans l'urgence, finalement, s'assurer que déjà, au niveau de leur santé physique, ils étaient protégés. Et après, ça a été, on s'est très vite ressaisi en se disant, mais attention aussi à l'impact psychologique. Donc, ça a été un travail qui a été spontané de la part des professionnels. Voilà, comme je dis, en développant les échanges, l'utilisation en fait, des visioconférences. On a une petite qui est malentendante. Donc, c'était important aussi de voir sa maman. Donc, elle a pu la voir par écran. Sinon, après, c'était aussi par téléphone, des échanges téléphoniques. Et dès que le gouvernement a permis aux directeurs, donc sous leur responsabilité, c'était quand même assez surprenant, mais on a pris donc du coup la responsabilité de commencer à mettre en place des visites pour les enfants avec une procédure très stricte pour un circuit dédié, voilà, tout un matériel et des moments de désinfection en fait, des endroits entre les visites
pour pouvoir permettre quand même une visite. Donc, ça a beaucoup aidé à ce que les enfants se sentent mieux. Ce qui est sûr, c'est que pour quand même les accompagner, les professionnels ont vraiment dédié comment dire, leur temps et puis ont mis en place aussi plein d'idées pour que les enfants puissent continuer à avoir des activités. On a lancé des concours de dessin entre les enfants de différentes unités qui sont confinés dans les unités de dessin, de peinture, pouvoir voilà, les amener à exprimer aussi sur le sujet du Covid certains peut-être ressentiments et puis aussi continuer à avoir des activités, même s'ils ne se croisaient pas les enfants, ça leur permettait dans les unités de pouvoir exposer après leur travail dans les couloirs. Voilà, on a réfléchi à ce type de solution. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait au sein de l'établissement. Oui, ça répond effectivement, enfin dans ce que j'en comprends, c'est que tout ce que dans les méthodes de travail, toute la, je dirais l'ouverture en fait, la cohésion d'équipe favorise la créativité et c'est cette créativité qui va justement permettre d'améliorer ou en tout cas de protéger la santé des usagers au final. Dans ce que j'en comprends. Oui, oui, tout à fait. Je rebondirais peut-être sur la question qui était posée, c'était quel est l'impact sur les résidents? C'était ça la question? Oui, tout à fait. En fait, on parlerait dans une certaine mesure de peut-être QVT et performance dans nos établissements médico-sociaux. C'est un peu comme ça que j'entends la question. Je crois pour la période qu'on vient de vivre, qu'il y a eu, à chaque fois qu'une décision a été prise, trois choses qui étaient mises en face, c'était le bénéfice, le risque, et peut-être aussi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps un site qui est celui du Comité national consultatif d'éthique. Parce qu'il y a beaucoup de questions d'éthique qui se sont posées pendant ces accompagnements, la séparation avec les familles, la restriction de la liberté d'aller et venir. Premier constat que j'ai pu faire et qu'on a pu collectivement faire, ça a été de nous dire qu'on n'a pas soupçonné la capacité à comprendre ce qui arrivait. En fait, on a dû expliquer très brièvement aux résidents pourquoi on était confinés, pourquoi est-ce qu'on restreignait les sorties, pourquoi on évitait d'avoir, comme dans le passé, certains contacts avec eux. Le premier enseignement qu'on tire de ça, c'est qu'effectivement, l'impact immédiat qu'on a eu, c'est de nous dire que les résidents ont en eux des ressources insoupçonnées. Et cette période nous a permis de le voir. Comprendre pourquoi on reste... C'est vrai que plus ça durait, plus ça devenait compliqué de tenir. La question que j'avais systématiquement, c'est quand est-ce que ça s'arrête? Je les voyais défiler au bureau, parce que finalement, le directeur parfois porte aussi le mauvais rôle, c'est celui qui a décidé qu'on ferme. On a beau leur expliquer que c'est les mesures sanitaires, les consignes de l'ARS qui nous demandent d'appliquer ces consignes, c'est que plus le confinement durait, plus il était difficile de tenir les équipes qui se demandaient effectivement jusqu'à quand ça allait s'arrêter, ça allait qu'on allait travailler dans ces conditions. Le confinement aussi a permis, au-delà de découvrir la résilience qui est celle des résidents et la capacité à comprendre les choses, elle a eu un effet vis-à-vis des relations avec les familles, c'est que les résidents ont pu peut-être aussi prouver à leur famille comme ça qu'ils étaient en capacité de tenir sur une certaine durée sans eux. On a eu le sentiment plutôt que c'était les parents qui étaient... Nous, on s'occupe d'adultes en situation de handicap et en grande majorité des personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale. On s'est rendu compte que c'était plus les parents qui, en surprotection, avaient du mal à accepter cette longue séparation et ces conditions restrictives liées aux visites. Ça, c'est à chaud comme ça, les premiers enseignements qu'on peut tirer. C'est que les résidents ont pu, en termes de compréhension de ce contexte particulier, nous ont surpris par la capacité à s'adapter. Le deuxième, c'est qu'ils ont peut-être aussi comme ça, le bénéfice qu'on a pu tirer de ça, c'est qu'il y a une nouvelle relation qui naît avec les familles, dans le sens où les résidents étaient parfois dans l'obligation d'expliquer à leur famille que c'est parce qu'ils tiennent à eux qu'ils ne souhaitent pas avoir des visites régulières. Ça, c'est les deux premiers enseignements qu'on peut tirer en lien avec la performance et l'accompagnement des résidents.
Bien, Ok. merci. Alors, il y a Anne, donc notre chargée de com à la RAC Île-de-France, qui nous indique là dans la zone de chat que le témoignage de Amal est en ligne sur le site de la RAC Île-de-France. Donc, on va pouvoir écouter le témoignage de Amal. Bah, écoutez, si personne n'a d'autres questions, on arrive au temps qui est imparti. Donc, alors, franchement, sincèrement, Amal et Stéphane, merci d'avoir été là. Comme je le dis, on aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas mieux fait. C'est comme si vous étiez sur la scène en table ronde. C'était vraiment, franchement, merci. Du coup, ça a été très riche, je pense, pour tout le monde. Merci Anne. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais finir par une petite promo donc, des conférences de cette semaine. Cet après-midi, donc là on était sur ce matin. Cet après-midi, il y a un web échange sur faire du changement contraint une transformation réussie. Donc le format web échange, c'est un plus petit format où vraiment du coup ça permet aux gens après sur le sujet donné d'échanger entre eux. Vendredi matin, une web conférence sur quelles pratiques managériales post-confinement. Et puis aussi vendredi matin, quelles pratiques managériales pour développer la QVT. Voilà, donc ça c'était nos sujets de conférence. Et si je peux en profiter, je vais reprendre le lien. Voilà, donc voilà toute la programmation dédiée secteur médico-social donc pour la semaine. Donc là, on a la conférence donc, qui vient de se dérouler. On a donc aujourd'hui donc en format podcast donc le témoignage de Amal Chouitem donc qui s'intitule Au cœur du combat contre le virus, la solidarité et le courage des équipes à l'IME Marie Auxiliatrice. Ensuite, mercredi, donc là c'est une interview vidéo donc de Stéphane Bengono avec deux de ses collègues donc, qui ont entre autres porté la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Donc ils vont témoigner sur l'intégration du risque sanitaire Covid dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Vendredi, donc, nous avons Katia Gandon, qui est chef de service à la MAS La Briancière, donc, qui partage avec nous un témoignage très émouvant intitulé Du confinement au déconfinement dans la station spatiale La MAS La Briancière. Et puis, donc, une deuxième interview vidéo là, de l'équipe de Marine Bizot, donc, de la Fondation Gourlet-Bontemps, avec 4 de ces professionnels. Intitulé « L'épidémie au service de la qualité de vie au travail dans un EHPAD ». Voilà, ben, on peut conclure. Florence, un mot de conclusion ou Louise? Là, nos institutionnels, l'ANACT, l'ARS. Bon, bah, je voulais, alors en premier, m'excuser, j'ai eu vraiment des problèmes pour me connecter ce matin. Voilà, donc je vais m'excuser d'arriver un peu tard et en plus j'étais en gestion de crise. Donc, en dehors de ça, bah, je n'ai pas tout écouté malheureusement. Je pense que les témoignages sont très très intéressants, puis je ne manquerai pas d'écouter quand même les témoignages en podcast. Et puis je voulais remercier tout le monde pour tout ce travail fourni. En fin de compte, je m'aperçois qu'en fin de compte, tout le travail que vous avez fourni pendant toute l'année, en plus, a été sûrement intéressant pour la gestion de crise. Bon, à voir après pour les prochains, comment on intègre cette gestion de crise et avec toutes ces nouvelles notions. Mais en fin de compte, sûrement on fera pas l'avant, je pense, pour ceux qui ont géré cette crise et qui étaient déjà dans la QVT, pour voir s'il n'y a pas des éléments qu'on pourra intégrer de façon plus intéressante pour les
les prochains clusters de cette année qui débutent franchement la semaine prochaine. Voilà. Voilà, je remercie vraiment tout le monde. Voilà. Merci Louise. Florence? Oui, alors moi, je vais aller dans le même sens. Enfin, j'ai beaucoup aimé le terme d'accélération finalement de la QVT dont a parlé Stéphane Bengono. Et je crois que bon, la crise, elle a à la fois révélé, ben, dans votre secteur comme dans d'autres, les conditions de travail des professionnels hein, qui ont été mises en lumière, mises en visibilité pour une fois et de manière aussi positive, même si on en mesurait toute la difficulté. Mais aussi, ça a permis de montrer la capacité d'organisation, de QVT finalement, des équipes. Et spontané, enfin, c'est pas spontané parce que la QVT, ça s'apprend en même temps, c'est pas donné à tous de collaborer, de réaliser, comme vous dites, l'évaluation embarquée, même si le terme n'est pas toujours compréhensible, mais d'ajuster en permanence finalement ses pratiques et son organisation au travers des échanges. Et je crois que plus que jamais, pendant la crise, c'est de la QVT effectivement au sens de ce que nous l'entendons, basé sur l'organisation du travail et le dialogue, qui a été au plus près du terrain, du travail, etc., qui ont été réalisés. Donc pour nous, c'est plutôt un tremplin finalement, cette crise, pour pouvoir la promouvoir. Et puis, j'imagine que les futurs clusters, enfin, je ne sais pas si vous les appelez clusters du coup, ou actions collectives. Non, action collective. D'accord. Voilà, que les futures actions collectives, nous-mêmes au niveau de l'ANACT, effectivement, on va sans doute réajuster les termes. Les futures actions collectives que vous allez mener vont pouvoir intégrer cette question de gestion de la crise, de gestion de l'incertitude. On sait que la crise sanitaire n'est pas terminée, mais il peut y avoir une crise climatique, il peut y avoir une crise sociale, il peut y avoir, voilà, et que finalement, aujourd'hui, on a découvert que finalement, travailler sur un mode digital, comme vous le disiez, c'est peut-être quelque chose de possible, alors que dans certains univers, notamment de relations, on n'imaginait pas que le travail puisse se faire, si je puis dire, à distance. Mais c'est aussi travailler dans un mode d'incertitude, travailler peut-être avec des protocoles, parce que dans le secteur de la santé, vous en avez besoin, mais finalement, qui permettent aux professionnels d'avoir des marges de manœuvre pour les ajuster. Et puis, ce travail avec les familles dont vous parliez, ou les bénéficiaires à la fin, il est aussi très intéressant parce que finalement, c'est à eux que bénéficie cette QVT. J'imagine que ça n'a pas été facile quand même de faire certains choix, ou non-choix, hein, d'avoir à supprimer les visites, etc., puis les réintégrer progressivement. Mais peut-être qu'aussi vous allez donc les interroger, ou c'est déjà fait, et eux aussi sont partie prenante finalement de la qualité de vie de tous. Et ça interroge aussi le fonctionnement, mais là c'est beaucoup plus prospectif à mon avis des EHPAD aussi. Peut-être qu'on va vers des structures semi-ouvertes aussi. Enfin, bon, mais là c'est tout à fait. Il me semble que la question architecturale, la question de l'architecture, et c'est un point qui est ressorti d'ailleurs dans le bilan que Pascal ne connaît pas encore, mais l'évaluation qui est en train d'être faite des 26 clusters terminés en France, dont 3 des vôtres. Cette question des projets architecturaux, elle était au cœur des questions de réorganisation et de QVT des clusters. Et du coup, là, il me semble, quand vous parliez aussi de cloisonnement, de sectorisation, qu'il y a des choses à réfléchir en termes d'organisation, en tenant compte des contraintes des crises, des bénéficiaires, enfin voilà. Qu'est-ce qui est le mieux en termes d'organisation en tenant compte de ces situations qui peuvent revenir malgré tout. Voilà, un grand merci à Pascal, tous les participants, Anne, voilà, c'était très intéressant, concret, puis en même temps très fluide, moins formel qu'un webinaire où on peut se communiquer que par chat. Là, on peut se parler pour de vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Merci, merci à vous tous. Voilà. Merci. Alors, merci à vous tous. Merci à ceux qui ont suivi cette conférence, ceux qui sont intervenus. Encore merci à l'ARS, merci à l'ANACT pour aussi leur soutien
dans ces démarches, les outils, les méthodes et l'animation de ces démarches qualité de vie au travail dans le secteur médico-social. Merci énormément à ma collègue donc Anne Kiridze donc de la com qui est derrière en back-office et qui nous fait les montages vidéo, les montages audio et qui nous fait la technique pour ces conférences. Merci encore Stéphane, Amal pour votre présence ce matin et vos témoignages qui ont vraiment enrichi tout le monde. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine de la qualité de vie au travail. Moi, je vous laisse. Je vais de ce pas directement sur le lien pour écouter le témoignage de Amal. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.